Cavana, admettons que vous n'ayez pas été, comme vous l'avez été, enfin pris par la chose littéraire. Hein. Admettons que vous soyez resté maçon. Mm. Vous auriez continué dans cette voie, vous auriez été ensuite contremaître, ensuite chef d'entreprise, et peut-être un jour promoteur immobilier. On ne sait jamais. Oh, c'est pas du tout la filière. On ne sait pas du tout la filière. Là, non, là, c'est pas la même filière. Mais je sais pas, ayant réussi comme vous avez réussi après, il y avait des gènes qui indiquaient que vous deviez également aller sur d'autres chemins de réussite. Oui, Alors, pas homme d'affaires. pas homme d'affaires. Ah non, pas du tout. Et pourtant, lorsqu'on est à la tête de plusieurs affaires comme les vôtres, Harakiri, Charlie Hebdo, Le Mensuel, l'Hebdo, les éditions du Square, on est quand même un homme d'affaires. Ah non, l'homme d'affaires, c'est le professeur Choron. C'est Choron. C'est lui la tête calculatrice, la tête gérante, toute la merde, c'est pour lui. Oui. Moi, ce que je sais faire, c'est faire des journaux. Ah, ça, je sais très très bien faire. J'ai appris sur le L'artisan. temps. Mais comme, oui. Alors là, je peux prendre un journal de n'importe quelle catégorie, depuis le début jusqu'à la fin, quels que soient les procédés de fabrication. Je connais tout ça très bien. Je sais écrire, je sais aussi, je sais déceler les capacités, je sais renifler derrière les balbutiements d'un débutant, je sais déceler le type valable. Je sais déjà pas mal. Bon, bah, c'est mon rayon, c'est mon boulot, c'est ce que je me charge de ça d'abord. D'ailleurs, bien aidé maintenant par d'autres copains qui sont GB et Volinsky. Il a bien fallu qu'à un moment donné, je partage le boulot, je ne pouvais pas tout faire. GB est maintenant rédacteur en chef de Harakiri et Volinsky de Charlie Mensuel, journal de bande dessinée. Bon. Mais en tout ce qui concerne les affaires, les contacts humains, les discussions, je suis timide. Vous avez toujours été timide. Hein. Ouais. Disons réservé plus que timide. Oui, plutôt réservé que timide, Oui. très bien. Oui. Et rêveur. Rêveur, je m'évade. Je suis incapable de suivre une discussion d'affaires, une discussion sérieuse, très longtemps. Je m'évade, j'oublie. Même les rendez-vous, j'oublie mes rendez-vous. J'ai beau les noter, je ne sais jamais où je les ai notés. Bon, non, moi je suis l'homme de boulot, mais de boulot qui consiste à lutter contre la matière. Moi et des briques à assembler. Moi et une feuille blanche à noircir. Moi et une maquette de journal à faire. Ça va. Moi, une famille à élever, non? Oh bah c'est pas dur d'élever une famille. Non? Vous gagnez le fric et puis vous le donnez à la mère. Et c'est elle qui va se charger de tout. C'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Ça s'est passé chez vous aussi, dans votre propre famille? Mais oui, je ramène la paye. Ça suffit? Bah oui, je crois que chez moi l'homme c'est la femme, quoi, parce que comme je vous dis, je suis pas très là pour les choses pratiques. Et encore, bon bah pour les rapports humains, pour les gars, à partir du moment où j'ai décelé qu'un gars était bon, qu'un Volinsky serait plus tard Volinsky, qu'un Rézère serait plus tard Rézère, alors je lui dis écoute mon gars, tu as une page, tu as 2 pages, tu la remplis, tu fais ce que tu veux. Je sais que de toi, j'aurai jamais de déception. Si j'en ai, eh ben mon Dieu, si une fois de temps en temps ça t'arrive de te planter, je le verrai après coup, une fois imprimé. À ce moment-là, bah, on causera et puis on en discutera ensemble. Vous dessinez encore? Pour m'amuser, un peu, comme ça. Vous avez perdu la main. Ah, le temps surtout, le temps. On peut pas tout faire, il faut choisir. Où est le plus difficile? Écrire, dessiner? Écrire. Ah oui, écrire. Et pourtant, vous aimez écrire. J'adore ça. Et puis vous savez écrire. Merci. Mais vous le savez, vous le dites de toute Oui, manière. mais je le fais comme je fais tout. Je le fais de mon mieux. Tant que j'estime pas ça parfait, je reste dessus, je pioche, je me bats avec. C'est du cash. Vous voyez les feuilles que je donne à l'imprimer, qui sont les 3e ou 4e remoutures. Mais j'écris tout à la main, hein, je sais pas taper. Je suis encore plein de ballons, de ratures, machin. Bon, ben, savoir écrire, c'est pas dur. Il suffit de se forcer jusqu'à ce qu'on voulait faire passer, passe. Alors, il y a eu les Rital, c'est la période du petit gars, là, de la rue Sainte-Anne. Ouais. C'est le petit Rital. C'est l'époque où on peut aller jusqu'à 16 ans avec les Rital. Ça va jusqu'à 16 ans. 16 ans. Ensuite, les Ruskov, ça c'est une aventure parce que
on n'a pas choisi le service du travail obligatoire, on a été envoyé. Et puis, il y a un pays qui est l'Allemagne où vous êtes. Et puis il y a le troisième, moi, que j'attends maintenant, parce qu'il faut un troisième volet, qui serait le volet de la vache enragée. C'est lorsque tout a été oublié, que tout commence et que tout va bien, c'est là où ça va le plus mal. Mais ce qui m'intéresse sont quand même les Ruskov. Alors les Ruskov, c'est cette période très particulière. Vous partez pour l'Allemagne, mais vous la vivez d'une manière différente. Moi j'ai lu, comme tout le monde, mais vraiment, alors des multitudes de livres sur les camps de prisonniers, sur les Allemands, sur les Russes, sur les Français en Allemagne, sur le travail obligatoire, sur les gens qui s'étaient sauvés, ceux qui ne voulaient pas se sauver. Et vous en faites une saga, mais personnelle et particulière. Et il y a cette histoire, pour moi, c'est, je crois, peut-être l'une des plus belles histoires d'amour. C'est cette rencontre avec une femme que vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas un mot de sa langue. Elle est russe, je crois qu'elle a été chanteuse. Hein. Non, elles sont toutes chanteuses. Oui, d'accord, mais enfin, elle est là, vous ne savez pas qui c'est au départ, mais vous parlez le russe sans le parler. Et c'est cette rencontre, et vous ne l'avez plus retrouvée, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pu vous rencontrer après. Ah, la réponse est très simple, la guerre froide. C'est que à peine la guerre se terminait, en 1945, je sais pas si... Enfin, difficile de se remettre dans la peau de l'époque, mais à peine l'embrassade sur l'Elbe, dès le lendemain, on commençait à parler de... Enfin, le torchon brûlait, et tout le monde, absolument tout le monde était persuadé que les Américains ne s'arrêteraient pas là, et que sur leur lancée, ils allaient foncer jusqu'à Moscou et liquider le communisme. Ça, tout le monde en était persuadé. La guerre froide a commencé à ce moment-là, avec ses escarmouches terribles, avec la bombe atomique est survenue en août, ce qui a renforcé la conviction des gens. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les États-Unis avaient la supériorité militaire absolue, et on vivait dans la certitude que la guerre, que ce n'était qu'un armistice, que ça allait continuer, que ça allait reprendre. La Russie s'était fermée, le rideau de fer est tombé à ce moment-là. Churchill a inventé l'expression à ce moment-là. Les années 45, 46, 47, enfin, je crois que jusqu'à la mort de Staline, la guerre froide a régné, les frontières se sont fermées absolument. Et tous mes efforts, d'ailleurs je le dis à la fin des Ruskov, tous mes efforts se sont heurtés à la mauvaise volonté russe, enfin soviétique, et puis à l'énorme pagaille qu'était l'Europe à l'époque, avec ces millions de réfugiés à rapatrier, ces grands transferts de population, ces millions de Polonais qu'on transférait en Allemagne, en Allemagne conquise, ces Allemands, etc., c'était effroyable, et il était absolument impossible d'établir des relations avec l'URSS. J'ai essayé, j'ai même profité d'une mission militaire du général Catroux. À ce moment-là, j'avais réussi à entrer en relation avec quelqu'un de sa suite pour faire passer des messages. J'ai fait passer des messages par toutes les organisations charitables, les Croix-Rouges et tout ça. J'aurais eu le moindre indice, je fonçais. Ah, il y a eu un indice, puisque quelques-uns de vos amis l'ont vu, et vous le dites. Oui. Et ils vous ont même dit, on l'aurait bien ramené parce qu'elle nous disait, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il fait, j'aimerais. Et ils n'ont pas osé parce qu'ils ont dit, si vraiment il l'a abandonné, si on lui ramène, si on la replonge dans ses bras, il va peut-être nous en vouloir. Oui, exactement. Mais ça, je l'ai su que c'était 6 ou 7 mois après être rapatrié. Ces gars-là me disent, ils m'ont appris que pendant que je la cherchais, elle me cherchait. Elle avait réussi à fausser compagnie au trophion russe qui l'avait embarqué, et elle me cherchait elle-même. Et ils ont fini par la trouver dans ce camp de rassemblement près de Stettin, que j'avais moi-même visité 2 fois, où je ne l'avais pas trouvée. Et elle y est arrivée après avoir sillonné les mêmes routes que moi, et on ne s'est jamais rencontré, ce qui est épouvantable. Mais cette Maria, qui est vraiment le personnage de ce livre, si on vous disait, aujourd'hui, elle est à tel endroit, vous partiriez la chercher? La chercher. Ou la voir? La voir, oui. Bien sûr. Pour qui avez-vous parlé? Pour qui avez-vous écrit cette histoire? Pour l'interlocuteur idéal, pour celui à qui on parle quand on se raconte les choses, je ne sais pas. Peut-être pour elle. Je crois que c'est pour elle.
C'est une manière de la retrouver. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a tout ce camp, il y a tous ces gens qui viennent de partout. C'est vraiment une tour de Babel que l'endroit où vous êtes. Mais encore de ce camp, de cet éloignement, vous faites une forme de paradis. Et je crois que ça, c'est Cavana tout cru. Mais ça l'a été. Vraiment. Là où il y a l'amour, c'est le paradis. Ah oui. Même parfois avec des barbelés autour. Mais bien sûr. Mais avec les bombes sur la gueule, mais avec... il y a que quand... Je sais pas, il y a que la mort qui puisse, ou la souffrance physique irrémédiable qui puisse. Mais je crois que, enfin bon, je tombe dans le romantisme cucu, me voilà en plein roman pour jeunes filles d'autrefois. Oui, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir ce genre de sentiments-là. Je l'ai découvert là, que la seule façon dont je pouvais être heureux, vraiment heureux, pleinement, à crever, à hurler, à être incapable de le contenir, ça. Et la seule façon aussi dont je pouvais être vraiment malheureux, c'était par ça. Par amour, disons, bon. J'ai compris, là, après l'avoir perdu, que je n'avais jamais eu peur. Jamais. Sous les circonstances, parce que j'étais vraiment gâté. Il se trouve que, enfin, je le raconte, j'ai du pot d'être vivant, vraiment du pot. Et que je n'avais jamais eu peur, parce que là, j'ai eu peur et j'ai su ce que c'était que la peur. À ce moment-là, quand j'ai brusquement compris que je ne la reverrais plus, qu'elle était perdue. Là, oui, j'ai connu l'agonie de la peur. Cette peur, c'est quelque chose qui fait que vos tripes, ce vous remontent, je sais pas, c'est cette sensation effroyable de mort-vivant, l'angoisse tout simplement. Quoi. Puis là, Cavana, vous êtes rentré dans un monde, et ce monde, vous nous le racontez, c'est le monde russe, les Ruskov. C'est la langue d'abord, la beauté de la langue, la beauté de la musique. Moi, lorsque j'entends des musiques qui viennent de là-bas, lorsque j'entends les tziganes, moi, j'ai pas besoin de comprendre. Les mots me parlent, et ces mots, je ne les connais pas. Mais je m'en fais une histoire. Et j'imagine que vous avez eu ce sentiment lorsque vous êtes arrivé. Je ne savais rien. Vous saviez quelque chose après des mots, de la langue? Je ne savais même pas que les Russes chantaient d'une façon spéciale, qu'ils avaient la réputation de chanter mieux que les autres. Je ne savais rien, je ne savais même pas ce que c'était que la musique tzigane. Où l'aurais-je su, mon Dieu? Tout ce que je savais, c'était que quand j'allais au Cinoche, chez Tangosse, que Elvire Popescu avait toujours des rôles de princesse russe exilée, et elle le roulait en parlant comme ça, et c'est tout ce que je savais de la slavitude, si j'ose dire. Et je suis été, d'un seul coup, j'arrivais là, on m'avait arraché mon truc, j'avais pas dormi depuis 3 jours, vécu dans un... C'était en quelle année, là? 43, février 43. Et ahuri, j'arrive là-dedans, et je suis tout de suite en contact, Michel Strogoff, quoi, le camp des Tartares. Vous avez lu Michel Strogoff, Tangoff? Il faut l'avoir lu petit, hein. Il faut avoir lu ça avant 12 ans. Ah, mais moi je l'ai relu après 12 ans. Hein. Oui, mais si on l'a lu avant 12 ans, on a reçu un coup de poing dans la figure. Cette bigarrure, c'est-à-dire vous avez été aveugle, puis vous avez vu après. Exactement. Brusquement, là, regarde de tous tes yeux, regarde. On m'avait foutu là, j'avais rien demandé, moi. Des imbéciles se tapaient sur la gueule à coups de canon. Faisaient mourir des millions de gens, bombardaient, tuaient, écrasaient avec des bonnes consciences imperturbables. On conquérait l'espace vital, on écrasait l'hydre de je ne sais quoi, ou les méchants, on va enfin je m'en fous. Ils tuaient, ils brûlaient, ils cassaient tout. Et ils m'avaient foutu là. Voilà, pauvre petit con, pauvre petite chose, pauvre petit rat, on m'avait jeté dans cet énorme carnaval de fous, de sang et de feu. Et j'ai ouvert mes yeux, et j'ai vu. Et j'ai vu l'Europe. J'ai vu ce que je n'aurais jamais vu autrement. J'ai vécu l'aventure. Et comme je vous dis, ce que je vis, je me vois le vivant en même temps. Je me le joue. Heureusement qu'il y a eu l'horreur pour connaître l'horreur. Je dirais presque ça, oui. 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 C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et j'ai connu ce peuple qui, pendant que nous autres Français, dans notre petit, évidemment, on en bavait, bien sûr, c'était ça, on crevait de faim, on était maltraités, on risquait la mort et elle nous tombait dessus, et puis il y avait l'armée de Slag, les Gestapo, bon, tout ce qu'on faisait c'était râler.
À part un petit groupe que qui a fini par se regrouper, des gars qui étaient un peu, enfin, des gars un peu comparables à ma bande d'Harakiri actuellement, finalement. Venus de partout. Oui, oui, oui. Enfin, beaucoup de Parisiens quand même. Et en face de nous, avec nous, mêlés à nous, cette cette foule de Russes déportés. Alors eux, pris en masse, hein, c'était pas le STO, ni... On prenait tout. Les vieux, on assassinait les vieux, on prenait les femmes, tout ça, les gosses, je sais pas ce qu'ils en faisaient. Tout ce qui peut... Ils raflaient tout, ça arrivait à Berlin, ça arrivait. Je l'ai vu aussi, ça, puisque j'étais partout, j'étais dans les gares, entre autres. Vous aviez un métier, là? J'étais puni. Très vite, au bout du 3e mois, j'étais puni comme forte tête au moment où j'allais aller en Arbeitslag, qui est une chose extrêmement grave. L'Arbeitslag, ça veut dire camp de travail. C'est une expression très douce. On n'en parle jamais, on parle beaucoup des camps de concentration, qui n'étaient pas marrants. On ne parle jamais des Arbeitslag, qui étaient au moins aussi durs. Plus d'1 mois en Arbeitslag, c'était presque à coup sûr la mort. Bon. Tous les anciens STO et ceux qui sont passés par Arbeitslag, qui m'écoutent en ce moment, savent ce que je veux dire. Et eux, les Russes, c'était bien pire que nous. Bien pire. Les races inférieures de l'Est. Eux, c'était du bétail. Eh oui. Ils étaient là pour travailler tant qu'on avait besoin d'eux, et pour être exterminés, on le sait maintenant. Une fois la guerre finie et gagnée, bien sûr, parce que c'était des terres à coloniser pour les colons de pure race allemande, qui devaient annexer, mon Dieu, je ne sais pas où ils avaient fixé la ligne de démarcation, mais ils s'arrêtaient là où le Japon venait les rejoindre. Ils partageaient l'Asie en deux. Et tout ça devait disparaître. Toutes ces races naturellement inférieures. Et vous le sentiez à ce moment-là, vous le saviez? Non, on ne le savait pas. On l'a su après, de même qu'on a connu l'anéantissement des Juifs après. Moi, j'ai su tout ça en 1945, en arrivant en France. Mais là-bas, tout ce qu'on voyait, c'est que les Russes étaient traités comme des bœufs. Qu'est-ce que je dis, comme des bêtes dont on tire tout ce qu'on peut. S'ils crèvent, on les remplace. Il y en a, les Russes, il y a des millions de Russes, on s'en fout. Ils étaient nourris avec des cochonneries. Eh bien, ces gens-là chantaient, ces gens-là riaient, ces gens-là dansaient, s'amusaient, faisaient des plaisanteries, se guettaient au coin d'un couloir et se foutaient un seau d'eau à travers la gueule pour rigoler, pour s'arroser, et riaient, une santé. Et j'ai été adopté par eux. Vous les aviez choisis aussi? Oui. Oui. Et vous chantez comme eux? Vous parlez leur langue un peu maintenant? Oui. Vous en rencontrez encore? J'en rencontre. Rarement. Je vous dis, mon métier me prend tout. Et mon métier, je le fais derrière la place Maubert, dans une petite rue, comme un cordonnier fait ses chaussures, dans ma petite boutique. Je travaille comme un âne avec mes copains. Et il m'arrive d'en rencontrer. À ce moment-là, je suis tellement ému que j'en bafouille. Il me faut quelques instants pour arriver à parler correctement, parce que l'émotion me bouleverse. C'est vrai. Et d'entendre et de parler russe, quelle joie, quel bonheur. Oui, ça revient très vite. Et j'ai une fille qui est prof de russe, elle est agrégée de russe. À cause de tout cela? Elle est mariée à un russe. À cause, oui. Elle a été bercée par tout ça. Bah oui, bien sûr. Oh, c'est pas tellement que je me racontais. Non, j'ai pas tellement raconté ça avant. Ouais. Et je sais pas, il me serait jamais venu à l'idée de raconter ma vie à mes gosses. Ça venait bien sûr à des occasions, des anecdotes sortaient, vous savez ce que c'est quand on parle, quoi. Mais je n'ai jamais systématiquement raconté ma guerre, mes aventures. Mais enfin quand même, j'étais tellement marqué par les Russes, pour moi c'était le maître peuple, c'est idiot, j'ai l'air très, très cucu là.